ceux qui ont prévu de venir avec moi faire une petite balade dans la vallée de la Loire. Ce merveilleux grand vignoble. Alors tous les vignobles sont grands, hein, bien évidemment, au sens noble du terme. La Loire, elle est grande aussi au sens surface, parce que c'est 1000 mètres carrés, 1000 kilomètres carrés, excusez-moi, de vignobles. Et ça fait beaucoup. 1000 kilomètres carrés, ça représente beaucoup de rangs de vignes. Et c'est ça qui est vraiment génial. Je vais essayer de vous raconter un petit peu les histoires de ces vignobles absolument magiques. Alors, 1000 km², ça représente 2/3 du Bordelais. Ça fait beaucoup, hein. C'est difficile à imaginer comme ça, mais c'est une vraiment très grande région. C'est une grande région, surtout elle fait 400 km de long. Et 400 km, ça représente un voyage à travers une vraie diversité. Une diversité qui fait d'ailleurs sa gloire finalement, puisque c'est une région qui sait faire absolument tous les styles de vin imaginables. C'est-à-dire des secs, des moelleux, des liquoreux, des effervescents, des rosés secs, des rosés moelleux, des rouges légers, des rouges puissants de grande garde. C'est vraiment ça qui fait à la fois sa magie et sa complexité. Et vraiment, je vous conseille de passer un petit peu de temps à explorer les vins de cette magnifique région. C'est aussi une région qui est hyper connue pour ses vins effervescents. Il y a la diversité certes, mais il y a aussi l'effervescence, puisque c'est la deuxième région productrice de vins effervescents derrière la Champagne. D'ailleurs, pendant assez longtemps, les Champenois importaient pas mal de vins de Vouvray par exemple pour les vendre en Champagne, mais à travers toutes les appellations effervescentes, on va dire, ça représente quand même énormément de vins. Deuxième région derrière la Champagne, hein, avec les Saumur, les Vouvray, les Montlouis, et puis tous les créments de Loire qui sont un grand volume de vin produit. Alors, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à poser des questions hein, dans les commentaires, j'y répondrai avec vraiment grand plaisir. Donc, qu'est-ce qui fait la particularité de la Loire? Écoutez, déjà, la Loire c'est un fleuve. Et c'est un fleuve qui prend sa source pas du tout à Sancerre ou dans le Muscadet, hein. On est vraiment beaucoup plus loin, puisque la source de la Loire est beaucoup plus au sud. Et avant d'arriver dans les vignobles un peu plus connus de la vallée de la Loire, ben on traverse la côte rouennaise, on traverse une partie de l'Auvergne avant d'arriver sur la partie un peu plus connue comme étant le vignoble de la Loire. Donc il y a encore des choses à observer et à découvrir avec les vins volcaniques notamment qui sont hyper intéressants. On en parlera certainement une autre fois parce que je trouve ça absolument fascinant qu'on puisse faire des vins à tellement forte personnalité grâce à de la lave et à de la cendre fossilisée. Je trouve ça super et c'est intéressant dans les vins. Donc je vous parlais de la Loire parce que c'est un atout majeur. C'est un atout majeur qui a énormément aidé le vignoble de Loire depuis des siècles et des siècles à ce que les vins soient exportés, à ce que les vins soient transportés. Comme avec beaucoup d'autres fleuves, le Rhône c'est pareil, dans le Bordelais aussi évidemment. Et donc c'est hyper intéressant de savoir que grâce aux fleuves, notamment la Loire, on a pu faire voyager ces vins, surtout vers l'Angleterre, et puis vers les Flandres, hein. C'était un des gros marchés pendant vraiment très longtemps. Et puis la Loire, c'est un fleuve qui est peu profond.
et pour les barges de transport du vin, c'était suffisant. Aujourd'hui, la Loire a perdu une grande partie de sa profondeur, même si elle n'était déjà pas très profonde, et maintenant on ne peut plus utiliser ce fleuve comme transport, seulement pour faire du kayak ou du paddle, mais pas pour transporter des barriques et des barriques de vin à destination de l'Angleterre. Ça, c'est plus possible. Donc c'est pour ça qu'il faut se souvenir de cette partie. La Loire a eu un grand moment de célébrité, et pour ceux qui aiment le vin, c'est toujours un grand moment de célébrité parce qu'il y a des choses absolument magnifiques. Il y a une cinquantaine d'AOC, ce qui est beaucoup. À Bordeaux, il y en a 57, comme à titre comparatif. Il y a une cinquantaine d'AOC. Et puis bien sûr, il y a aussi tout un tas d'IGP et d'ex-20 pays. Mais voilà, c'est quand même beaucoup de variétés différentes grâce à ces 50 AOC. Et puis il y a une chose qui est hyper intéressante dans la Loire, c'est le côté minéral. On est très au nord, dans le vignoble français, hein, on est très au nord. Et au nord, les vins ont beaucoup plus d'acidité qu'au sud. Donc ça fait des vins qui ont une énorme fraîcheur, une grande acidité, hein. La colonne vertébrale des vins, c'est vraiment basé sur l'acidité, les tanins aussi pour les vins rouges, mais surtout sur l'acidité. Et il y en a dans la Loire. C'est ça qui fait vraiment sa grande renommée et sa grande buvabilité, on va dire. Et effectivement, cette acidité, on va la retrouver en rouge comme en blanc. Et c'est très intéressant à travers également la minéralité. Dans la vallée de la Loire, il y a une variété de types de sols. Bon, je ne suis pas du tout géologue, mais il y a quand même des choses hyper intéressantes à regarder quand on se penche un peu, notamment vers le vignoble du Muscadet, où là il y a une variété incroyable. Alors, on passe de gneiss à orthogneiss, au mica schiste, etc. Gabbro, enfin c'est incroyable. Donc pour ceux qui s'intéressent un peu à la géologie, allez faire un petit tour dans la vallée de la Loire, et là vous allez être servis. Et puis encore une autre particularité, puisqu'on parle de minéraux, c'est ce fameux tuffeau, cette pierre calcaire très dure qu'on trouve dans la vallée de la Loire, et qui a servi et qui sert toujours à construire des maisons, à construire les châteaux. Les fameux châteaux de la Loire ont tous été construits dans ce tuffeau. C'est vraiment cette pierre calcaire suffisamment solide pour construire Chambord, Chenonceau, Amboise et tous ces grands châteaux. Et puis aussi les habitations troglodytes qu'on trouve à plein d'endroits différents. Donc c'est des habitations qui sont creusées à même la roche, et qui sont étonnantes. Il y a même des gîtes qu'on peut trouver pour séjourner dans ces maisons troglodytes. C'est absolument super. J'ai notamment l'exemple d'un vigneron que j'adore à Vouvray, qui s'appelle Nicolas Brunet, et qui tous les hivers avec son grand-père faisait déjà la même chose, creuse au pic, hein, dans le fond de la cave pour creuser à travers la roche et agrandir un petit peu les caves de vieillissement de leur Vouvray méthode traditionnelle, qui nécessite de vieillir un grand moment. Et c'est intéressant, on peut se dire que si on y va une fois par an, ben, les caves auront été un petit peu plus profondes à chaque fois. Donc voilà, pour la petite anecdote, mais c'est quand même très intéressant. Des balades super à faire le long de ces habitations troglodytes. Il y en a qui sont abandonnées, il y en a d'autres qui sont hyper bien restaurées. Bon, voilà, c'est intéressant. Alors, je vais continuer en vous parlant des différents vins qu'on produit dans la vallée de la Loire. Alors, en termes de proportion entre les blancs, les rosés, les rouges et les effervescents, on ne produit quand même 40% de vin blanc. 40% de vin blanc, 22% de rosé,
25% de rouge et 13% d'effervescent. D'effervescent, alors que ce soit des pétillants naturels ou des méthodes traditionnelles, tout ça c'est mélangé dans les 13%, mais voilà, il y a quand même 40% de vin blanc. Et ces 40% de vin blanc, ils sont produits à travers quelques cépages blancs. Le chenin, par exemple, qu'on trouve... alors si on imagine la vallée de la Loire, quand on part du Muscadet, qui est tout à fait à l'ouest, et à l'est, si on élimine la partie auvergnate et vers Roanne, là, mais si on s'arrête à la Loire avant qu'elle fasse un coude, pour aller en direction de l'océan Atlantique, c'est divisé en 4 sections différentes et le Chenin se trouve vraiment entre Tours et un petit peu à l'ouest d'Angers, pour si vous voulez visualiser à peu près. Et le Chenin, c'est une espèce de caméléon magicien, un cépage blanc qui sait faire toutes sortes de vins blancs. Les vins blancs secs, des vins blancs moelleux, des liquoreux extraordinaires et des effervescents. Et donc ça c'est vraiment le cépage qu'on retrouve qui fait les grands vins de Loire avec cette complexité, cette capacité à absorber la minéralité et la personnalité des terroirs. Je pense qu'en blanc il y a de quoi avoir de grandes émotions à partir du moment où les cépages arrivent à photographier finalement la personnalité du terroir. Si en plus un vigneron ou une vigneronne arrive à faire des choses magiques, et bien là on a tout gagné. Donc il y a du Chenin, il y a aussi du Sauvignon bien sûr, dans le vignoble plutôt ce qu'on appelle le centre-Loire. Donc ça part à partir des coteaux du Giennois vers Gien, hein, coteaux du Giennois, puis après on remonte à travers les Maine-tout-Salon, les Quincy, les Reuilly, Sancerre, Pouilly-Fumé, et puis après tous les vignobles de Touraine, dans lesquels on trouve beaucoup de vin blanc avec le cépage Sauvignon aussi. Donc voilà, ça c'est aussi une grande partie de la belle Loire, avec du Sauvignon, ces arômes un petit peu d'agrumes, et assez sensible à la notion de minéralité aussi. Un Pouilly fumé par exemple. Pourquoi ça s'appelle fumé? C'est parce que par terre il y a des silex dans les vignes et que ça donne ce goût fumé au vin, hein. On le retrouve après quelques années en cave, on retrouve ce côté fumé qui est hyper caractéristique et franchement très intéressant. C'est amusant, hein, si vous allez dans les vignes, dans ces terroirs très silex, prenez 2 cailloux, frottez-les comme ça, sentez-le et vous allez sentir cet arôme très caractéristique de pierre à fusil. Qui est vraiment flagrant, hein. Voilà. Donc ça a donné son nom à l'appellation Pouilly fumé. Et puis il y a un autre grand cépage blanc dans la vallée de la Loire, mais pour ça il faut aller tout vers l'ouest. Et juste avant d'arriver à la mer, arrêtez-vous dans le magnifique vignoble du Muscadet. Le Muscadet, c'est d'ailleurs le nom du cépage, mais on n'utilise jamais. On utilise plutôt un autre nom, juste histoire de jouer un peu à la confusion, puisqu'on appelle ça le melon de Bourgogne. Évidemment, il y en a aussi en Bourgogne, mais très peu par rapport à tout ce qu'on trouve dans le vignoble du Muscadet. Et le melon de Bourgogne, c'est un de ces cépages qui laisse transparaître la personnalité des terroirs. Et pendant longtemps, franchement, le Muscadet... Quand on disait Muscadet, c'était pas forcément synonyme de vin très qualitatif, hein. On pensait plutôt à des vins plutôt aqueux, avec peu de personnalité, voilà, je dis aqueux pour être gentil, mais c'était vraiment des vins très flotteux, sans beaucoup d'intérêt. Et c'est vrai qu'il y a un renouveau dans cette appellation qui est absolument majestueux, parce qu'on retrouve maintenant des muscadets concentré avec une forte personnalité qui reflète vraiment ce qu'on attend de ce cépage qui est finalement assez neutre. Tout ça pour laisser la place, pour que ce soit le terroir qui prenne le dessus.
et on retrouve ces jolies notes, un petit peu de fruits blancs, et puis des petites notes selon le terroir sur lequel ça se trouve le vin, selon les parcelles, des petites notes assez minérales, et surtout cette salinité qu'on arrive à retrouver à partir du milieu de bouche et qui conduit le vin tout en longueur. C'est vraiment... bon, j'avoue que depuis quelques années que je suis quelques vignerons dans cette appellation, je suis assez bluffée par la magie de cette salinité qui vient aussi de l'élevage sur lit, les lits qui sont les levures mortes une fois la fermentation terminée et qui continuent à nourrir le vin et à lui donner un peu de gras, un peu de matière et surtout cette salinité comme ce qu'on trouve dans une levure, dans la levure hein, finalement, et qui donne beaucoup de longueur au vin. Donc voilà, ne passez pas votre chemin quand vous voyez écrit Muscadet sur une carte de vin d'un endroit qui a une carte de vin intéressante, parce que franchement vous risquez d'être agréablement surpris. Voilà pour le melon de Bourgogne, qui s'appelle aussi Muscadet, qui donnait son nom à l'appellation. Puis après, il y a plein d'autres cépages blancs plus anecdotiques ou plus rares, hein, finalement. Je pense je sais pas, à la folle blanche, par exemple, dans le gros plan, ou au Romorantin, à Cheverny, à Courcheverny, et puis à Cheverny, il y a un peu de chardonnay aussi. Bon, bref, il y a tout un tas de cépages un petit peu plus rares que le chenin, le sauvignon et le melon de Bourgogne. Et puis en rouge, pour produire les vins rouges, on a aussi des grands cépages qu'on va retrouver dans les différentes zones qui représentent la vallée de la Loire. Je vais commencer par le Cabernet Franc, qui produit les grandes appellations comme Saumur, comme Chinon, comme Bourgueil ou Saint-Nicolas de Bourgueil, qui sont des appellations assez connues. Et le Cabernet Franc, qu'on appelle breton d'ailleurs, son petit nom local c'est breton, plus que Cabernet Franc, qui a à la fois cette structure tannique, qu'on peut amplifier avec des macérations plus longues, etc. Ou alors avec plutôt en mode infusion, dont on arrive à gommer un petit peu le côté tannique pour retenir des vins plus juteux, plus déliés, avec du volume en bouche, sans avoir la pression tannique qu'on pourrait ressentir en bouche pour les vins qui sont plus des vins de garde. Donc il y a vraiment deux styles de vin qu'on peut faire à partir du Cabernet Franc. Et franchement, là aussi, il y a des choses très intéressantes. On voit de plus en plus de cuvées parcellaires, de vignerons, de vigneronnes qui veulent mettre en avant la personnalité de telle ou telle parcelle, parce que peut-être l'âge des vignes est différent d'une parcelle à l'autre, donc on cherche à mettre ça en avant, ou bien juste la personnalité d'une vigne, hein. C'est autant de rencontres que de lieux finalement avec des personnalités différentes. Donc voilà pour le Cabernet Franc et ces deux approches en vinification pour produire des vins, soit des vins assez légers, juteux, pensez aux Saumur Champigny qui sont souvent des vins assez fluides, très agréables à déguster quand on n'a pas forcément envie ou besoin de structures tanniques plus marquées. Et puis après, pensez à des Chinons de grande garde à l'opposé, hein, qui sont des vins beaucoup plus solides, beaucoup plus aptes à la garde. Et puis, comme autre super cépage aussi, on a du Gamay. Du Gamay, ce cépage qui justement n'est pas très tannique et qui est très répandu en Touraine. Alors pour le côté goulayant, croquant, la pure gourmandise, un Touraine Gamay, c'est vraiment superbe. On retrouve un petit peu ce qu'on retrouve dans le joli Beaujolais qui est très intéressant aussi, pour ce côté peu tannique et très facile et très enjoué, on va dire. Et puis bien sûr on a aussi le Pinot Noir qui est ce cépage qui va faire le duo avec le Sauvignon dans la partie centre-Loire,
dans les appellations de Sancerre, de Menetou-Salon, Reuilly, voilà, qui utilisent le pinot noir. Donc plus on est à l'est et plus on a les cépages peu tanniques, et plus on va vers l'ouest et plus on va retrouver le cabernet franc plus solide, hein, un peu plus costaud comme type de vin. Puis après il y a tout un tas d'autres cépages qui sont plus anecdotiques, mais hyper intéressants aussi, le gros lot, le pinot d'Aunis, voilà, tous ces cépages très autochtones qui ont de beaux jours devant eux, parce que finalement, au lieu de les délaisser, on est en train de se dire que c'est un vrai patrimoine qu'il faut absolument montrer, et donc il y a tout un tas de vignerons qui ont ça à cœur et qui sortent des cuvées absolument phénoménales dans des cépages moins connus. Et donc ça c'est vraiment super. Chez 3x20 on a plein d'exemples comme ça à la boutique, à la cave, et même dans les abonnements. J'essaye toujours de faire voyager nos abonnés à travers la diversité, et c'est vrai que dans la Loire il y en a énormément. On a eu la chance une fois ou deux de mettre des choses plutôt intéressantes, même du Malbec, Pinot d'Aunis justement. Voilà, c'est l'embarquement immédiat pour la diversité chez 3x20, j'adore ça. Petite dernière parenthèse sur les styles de vin qu'on peut trouver dans la vallée de la Loire, c'est les moelleux et les liquoreux. Vous savez, pendant assez longtemps, avant qu'on maîtrise bien la maturité des raisins, on avait quand même recours à une technique assez intéressante qui consiste à laisser un tout petit peu de sucre résiduel dans les vins afin de gommer un peu une acidité qui pourrait être un peu trop marquée, par exemple, pour donner un côté plus rond, plus doux au vin. Bon, ça se fait de moins en moins parce qu'on arrive mieux à maîtriser la maturité, et puis peut-être qu'il y a moins de demandes pour les vins qui sont pas tout à fait secs, mais voilà, on appelle ça les secs tendres, hein, dans la région. Voilà, mais ça existe encore, c'est intéressant aussi quand on déguste une gamme complète chez un viticulteur, de goûter des niveaux de sucrosité progressifs. C'est hyper intéressant d'un point de vue pédagogique aussi, pour arriver à repérer la balance entre l'acidité et la sucrosité du vin. C'est intéressant. En tout cas, il y a de grands vins moelleux et liquoreux. Et ça, quand on se balade à travers les Monts-Louis par exemple, les Vouvray avec des cuvées de moelleux ou des cuvées vraiment de liquoreux, ou même quand certaines années, le Botrytis cinerea, hein, ce fameux champignon microscopique qui attaque les grains de raisin à des moments assez précis techniquement, à l'automne, quand les matinées sont assez humides, l'humidité ambiante qui est propice un peu à déclencher une pourriture, mais des après-midi très ensoleillés, l'été indien, hein, finalement, les après-midi ensoleillés qui finalement ne laissent pas cette pourriture atteindre un degré néfaste au raisin, mais plutôt transforme, encore un coup de baguette magique, ce champignon en pourriture noble, et qui va ensuite aider le chenin, hein, puisque c'est lui qui arrive à faire ça, un magicien, le chenin, à se transformer en vin liquoreux. Pensez aux appellations comme les coteaux du Layon, les coteaux de l'Aubance, c'est pas toujours botrytisé, mais de temps en temps, et puis les Bonzo, les quarts de chaume, mais voilà, ces vins hyper rares, très très confidentiels, mais avec un capital émotion assez chargé, hein, très, très honnêtement, des moments de dégustation qu'un dégustateur a du mal à oublier, hein. C'est pareil dans des grands Monts-Louis ou des grandes cuvées de Vouvray, inoubliables, vraiment. Puis surtout, c'est des vins qui sont increvables, invincible, impossible de se dire qu'il est trop tard et qu'on aurait déjà dû les déguster, parce que finalement ils évoluent au fil du temps, et c'est vraiment c'est absolument magique. Voilà, alors juste un dernier truc, après je vous laisse à votre soirée.
je voulais quand même vous parler de ce qu'on mange quand même, c'est important. Alors, avec les vins de Loire, évidemment, avec la diversité dont je vous ai parlé, ça veut dire que vous allez toujours forcément trouver un vin de Loire qui va aller avec quelque chose de bon qui se mange. Mais il y a un truc dont on se souvient toujours, c'est que dans la Loire, on produit 70% des fromages de chèvre français. Donc, ça veut dire qu'il y en a des cendrés, des secs, des plus frais, des moelleux, des coulants, il y a toutes sortes de fromages de chèvre différents. Et si vous vous baladez chez votre fromager entre les Valençais, les crottins de Chavignol, les Sainte-Maure et toutes leurs déclinaisons de plus frais à plus sec, ben voilà, là vous allez faire le tour des vins de Loire de manière assez magique. Puis il y a une petite anecdote rigolote, c'est que vous savez que les sœurs Tatin, celles qui ont inventé la tarte tatin, elles venaient de Touraine. Donc avec un dessert, ces magnifiques vins moelleux et liquoreux dont je vous parlais tout à l'heure, ben voilà, c'est une bonne manière de les manger parce qu'il y a toujours ces arômes de pommes cuites dans les vins moelleux et liquoreux à base de chenin qui vont hyper bien avec la tarte tatin. Mais voilà, évidemment, il y a tout un tas d'autres spécialités, que ce soit en poisson ou des petites spécialités locales type les rillons à Tours et ce genre de choses. Ben voilà, vous avez de quoi piocher dans une manne énorme de grands vins de Loire. Voilà, ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Je regarde si vous aviez quelques petites questions. Je vois que vous êtes nombreux à nous avoir rejoints. Ça me fait hyper plaisir de savoir que vous êtes là. Est-ce que... Non, je vois que vous n'avez pas trop de questions à poser. Peut-être que c'était suffisamment complet. En tout cas, les vidéos vont rester. Donc, si vous voulez les partager ou continuer à poser vos questions, nous suivre sur les réseaux, nous, on a vraiment vocation à vous raconter plein d'histoires. Après tout, on vend du vin par abonnement mensuel, certes, mais c'est aussi une bonne excuse pour vous raconter plein d'histoires de plein de gens absolument merveilleux qui font un métier que j'admire au plus haut point. Et je suis très contente que vous nous suiviez pour écouter tout ça. Voilà, à très bientôt et merci de nous suivre. Et à bientôt sur les chaînes de 3x20. Bonne soirée!